Nouveau revers la semaine dernière pour les descendants d'esclaves qui demandent réparation pour les crimes, vous l'avez dit Kylian, commis par l'État français lors de la traite négrière et de l'esclavage. Le procès avait eu lieu en octobre dernier en Martinique à Fort-de-France. Plus d'une quinzaine d'avocats des Antilles, d'Afrique, d'Europe et de Guyane avaient plaidé à la barre. 15 avocats, dont maître Lucie Louzet-Donzenac. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Merci à vous et merci d'être avec nous ce matin. Lucie Louzet-Donzenac, la Cour d'appel de Fort-de-France a donc confirmé le jugement d'avril 2017. Sur quel fondement, en donnant quels arguments finalement ? Il y avait plusieurs arguments. Oui. Le premier argument, vous savez que pour intenter une action en justice, il faut avoir un intérêt à agir. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui avaient prouvé leur généalogie avec des descendants de déportés africains. D'accord. Et il y avait également des associations qui s'étaient présentées, qui s'étaient constituées partie civile. Alors, pour certaines, comme elles n'avaient pas établi leur intérêt à agir, leur action a été déclarée irrecevable. Pour d'autres, on a déclaré irrecevable l'action parce qu'on a déclaré prescrite, la prescription des demandes. Et ensuite, c'est pourquoi, mais nous le savions, hein, nous pensons qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour que des juges français appliquent véritablement la loi sur la réparation des crimes de l'esclavage et de la traite négrière. Oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut quand même rappeler que c'est une procédure qui ne date pas d'hier. Elle a commencé il y a 17 ans. La première plainte, elle a été déposée en 2005 et c'est pas terminé. Il va y avoir un pourvoi en cassation et potentiellement une saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, il y aura un pourvoi en cassation parce que ce jugement qui fait quand même 43... Cet arrêt qui fait quand même 43 pages a beaucoup d'éléments de discussion et nous-mêmes, nous avons déjà commencé à analyser cet arrêt et je pense que la Cour de cassation ne pourra que se pencher sur tous les termes de l'arrêt. Comment, en tant qu'avocate, on prépare un dossier comme celui-là, juridiquement, les pièces, les témoignages, les stratégies à mettre en place, c'est un travail, je me doute, qui ressemble à aucun autre que vous avez déjà dû faire. C'est un travail qui ne ressemble à aucun autre. C'est vrai, fallait déjà analyser. Vous savez que la loi dont on parle sur la traite négrière, l'esclavage, crime contre l'humanité, loi Taubira de 2001. Oui. 2001, donc 21 ans aujourd'hui. Et elle avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Et lors des discussions au Parlement, il y avait des éléments qui avaient été écartés, comme celui de la réparation, justement. Ça veut dire qu'en 2001, cette question de la réparation, elle avait déjà été abordée, notamment par les députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, elle avait déjà été abordée avant la discussion sur la loi à l'Assemblée nationale. D'accord. Parce qu'il fallait... Madame Taubira fait un travail extraordinaire pour pouvoir faire cette loi, proposer cette loi, parce qu'elle était à l'époque des députés, proposer la loi, et puis proposer également les articles. Il y avait 5 articles. Hein. Alors, justement, l'arrêt dit ceci, et c'est ce qui est important. Donc l'arrêt de la semaine dernière de la Cour d'appel. Oui, voilà. Le juge judiciaire qui n'est pas législateur ne peut apprécier si ces mesures sont suffisantes et de nature à satisfaire à cet objectif. Parce que vous savez que le crime contre l'humanité a été déclaré imprescriptible. C'est un crime imprescriptible depuis les dispositions de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg qui a jugé les anciens nazis et qui a demandé les réparations pour les descendants des Juifs. Et il y a eu plusieurs actions ensuite qui ont été menées et les Juifs ont quand même obtenu réparation après, après plusieurs années. Donc ça veut dire que la loi Taubira, en l'état actuel des choses, qui a reconnu la traite négrière comme crime contre l'humanité, elle ne permet pas aujourd'hui une réparation pour les descendants d'esclaves. Alors c'est ce que nous discutons. Nous disons que si ça a été créé, si surtout elle a été qualifiée de crime contre l'humanité, et c'est parce qu'elle a son pesant.
Et donc, les magistrats de la Cour d'appel ne lui reconnaissent pas ce pesant. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que lancer cette action, c'était la première action, c'était en 2007 et en 2013, plus de 20 ans, plus de 50 ans plus tard, même s'il y a, c'est un crime contre l'humanité qui est imprescriptible, donc les descendants de personnes déportées, d'Africains déportés et mis en esclavage ne peuvent pas venir demander réparation parce que l'esclavage a duré du 15e siècle au 19e siècle. N'oublions pas que c'est en 1848 que l'esclavage a été aboli et il faisait même remonter la prescription à 1946 parce que on a parlé d'attentat. La loi de 1946 a parlé d'attentat à la dignité. Voilà. Oui, le principal argument d'irrecevabilité, vous l'avez dit, c'est qu'a mis en avant la Cour d'appel, c'est celui de la prescription des faits, voilà. Des faits soulevés. Dit autrement, selon la justice, ça remonte à trop loin. La justice considère que les faits s'arrêtent officiellement lorsque l'esclavage a été aboli en 1848. Ce point-là, Lucie Louzet-Donzenac, celui de la prescription, est-ce que ça pourra évoluer ou bien tant que la loi ne sera pas modifiée, les décisions de justice dans cette affaire-là, elles seront toujours les mêmes ? Mais le plus facile, ce serait de modifier, d'apporter à la loi. Tout simplement. Le plus facile, parce que c'est déjà un crime contre l'humanité. Nous savons déjà que tous les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais il y a aussi le problème de la rétroactivité. Alors c'est quoi la rétroactivité ? Loi pénale. Si vous avez... en droit pénal, en procédure pénale, on applique la loi la plus légère. Parce qu'un crime contre l'humanité, c'est quand même passible de sanctions extrêmes. Et quand il y a une loi qui vient réformer une loi pénale, on applique la loi la plus légère. D'accord. Et donc il ne peut pas y avoir de rétroactivité. Donc ça veut dire, si évidemment je comprends bien cette décision, cet arrêt qui a été rendu la semaine dernière, s'il y avait eu une telle procédure comme celle que vous menez actuellement à la fin du 19e siècle, elle aurait pu être recevable ? Le problème, c'est que la loi... oui, de Madame Taubira n'existait pas encore, donc oui, évidemment, question qui n'a pas de sens. Et surtout que aucun test législatif ou autre n'avait reconnu que l'esclavage et la traite négrière étaient un crime contre l'humanité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que Emmanuel Macron, quand il est allé en Algérie, il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc on a encore beaucoup de chemin. Parce qu'en effet, nous estimons que la colonisation est un crime contre l'humanité. Quand des hommes partent de chez eux, traversent les océans et puis vont planter un drapeau sur n'importe quelle terre qui ne leur appartient pas, parce qu'ils estiment que comme ils ont planté leur drapeau, c'est un territoire qui leur appartient. Qu'est-ce que ça... Alors qu'il y a des autochtones, il y a des gens qui y habitent, il y a des civilisations entières. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas un crime contre l'humanité ? Je pense qu'on y arrivera un jour. Vous avez dit tout à l'heure que les juges français n'étaient pas encore prêts à entendre ce genre de problématique-là. Est-ce que vous pensez, malgré tout, que les choses avancent peu à peu ? Je l'ai dit, ça fait quasiment une vingtaine d'années maintenant que cette affaire a commencé. Est-ce que les choses avancent ? Est-ce que vous avez la sensation que les mentalités évoluent et qu'à terme, les juges iront un jour dans votre sens ? Nous espérons qu'un jour, le plus simple, comme ils disent, c'est la loi. Le juge judiciaire n'est pas législateur. Oui. Donc, ils appellent quand même le législateur à modifier ou à avancer sur la loi. Mais nous pensons qu'en effet, il y a une évolution dans tous les côtés, et qu'un jour, ce crime contre l'humanité sera reconnu. Mais le problème, c'est que c'est la réparation qui est importante. Pourquoi ces procès ? C'est pour la réparation. Alors, il était demandé que des comités d'experts soient nommés pour pouvoir aller analyser la façon de réparer le procédé qui permettrait de réparer ce crime. Alors, on a surtout dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épigénétique. Tout à fait, allez-y, dites-en quelques mots, oui, donc, parce que ça c'est intéressant. On dit que l'esclavage a laissé des traces héréditaires sur les nouvelles générations, aux Antilles, en Guyane, enfin dans tous les pays qui ont été colonisés et qui ont subi la traite et l'esclavage. Oui, ça veut dire que des traumatismes vécus il y a très longtemps
pourrait en fait se transmettre génétiquement d'une génération à une autre. Voilà, c'est ça. Et donc ça faisait partie des arguments que vous avez mis en avant pour... des arguments qui ont été soulevés par certains confrères. Je vais donner un exemple bien simple. On parle de l'hypertension artérielle, qui est une maladie fréquente aux Antilles et en Guyane, beaucoup plus fréquente qu'en Afrique ou dans d'autres pays. Et les scientifiques ont estimé que peut-être lors de la traversée de l'Afrique aux Antilles, par exemple, je prends les Antilles ou bien la Guyane, les Africains étaient nourris avec des salaisons, beaucoup de salaisons. Puis ensuite, il y avait aussi l'eau de mer. Il fallait boire de l'eau de mer quand on n'avait pas d'eau. Et ce sont les plus résistants qui sont arrivés sur les côtes, parce que vous savez qu'il y en a énormément qui sont décédés lors du voyage, pour toutes sortes de raisons, pour la maltraitance. Il y avait des femmes enceintes qui se jetaient à la mer pour que leurs enfants ne soient pas mis en esclavage. Il y avait aussi beaucoup qui mouraient parce qu'ils étaient un petit peu plus faibles que les autres. Et ce sont les plus forts qui ont réussi la traversée, et les plus forts aussi qui ont résisté ensuite au mauvais traitement et à tout ce qu'ils vivaient au cours de l'esclavage. Donc, docteur Charles Nicolas, qui est un expert, un médecin très reconnu guadeloupéen, émettait cette hypothèse que les gènes avaient été atteints et que certainement il y avait une influence. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui sur nous. Les descendants. Et qu'a répondu la justice sur ce point-là? Est-ce qu'elle entend ces réflexions? Elle n'y est pas allée. Elle n'y est pas allée parce qu'elle a déclaré irrecevable. Quand vous prononcez l'irrecevabilité d'une décision, vous n'allez pas au fond. Vous ne vérifiez pas tout ce qu'il y a au fond. Mais en tout cas, je crois que dans ces conclusions, et nous ne sommes pas... ils ont beaucoup analysé les discussions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale lors de la discussion sur la loi. Mais pas dans les arguments que vous avez avancés en octobre dernier. Non, pas du tout. Pas dans ces arguments. Parce que vous nous avez parlé des conséquences psychologiques, génétiques, on va dire, mais il y a aussi des conséquences économiques et sociales, à savoir les inégalités qui découlent de la domination coloniale française pendant de longues années. Comment dire, c'est une raison suffisante qui explique aujourd'hui que vous soyez allé devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Oui, il y a tous les motifs, toutes les raisons. En tout cas, l'atteinte, donc il fallait prouver l'atteinte personnelle. Quand vous faites une action en justice, là, l'action était au civil, il ne faut pas oublier. D'accord. C'est un crime contre l'humanité, mais vous savez que tous les crimes sont passibles de cour d'assises, enfin de juridiction pénale. Et là, nous sommes allés au civil sur le fondement de l'ancien article 1382 pour la faute commise par l'État. D'abord, il faut prouver que l'État français se défend. Oui, il y avait des avocats de l'État qui étaient présents face à vous. Il dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé il y a je ne sais combien de siècles. Ensuite, on nous a dit également que s'agissant si c'était une action pénale, l'action pénale se prescrit beaucoup plus rapidement qu'une action civile. Nous avons donc introduit cette action civile sur le fondement du crime contre l'humanité, parce que nous estimons qu'un crime contre l'humanité, il peut être aussi poursuivi au civil, et c'est là que l'imprescriptibilité peut jouer. Parce que si ça a été prononcé imprescriptibilité, si ça a été crime contre l'humanité, c'était justement pour jouer sur cette imprescriptibilité. Pas seulement parce qu'ils disent que c'est une loi mémorielle, que c'est une loi qui permet aux descendants de déportés africains de se donner une valeur. Enfin, voilà, donc nous, il est extrêmement important de continuer ce combat. On parle de réparation depuis tout à l'heure. On va s'arrêter un petit peu sur ce point précis. 200 milliards d'euros sont demandés à l'État français comme indemnisation de provision, comme indemnisation pour les préjudices subis dont on a parlé depuis tout à l'heure. Ma question elle est simple, comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre? Comment on quantifie en argent des préjudices pareils, historiquement parlant? Justement, c'est pourquoi vous avez bien entendu que les 200 millions, c'est une provision. Et le comité d'experts qu'on avait demandé de désigner, c'est lui qui évaluera les dommages causés par ce crime.
comment dire, est-ce que c'est vraiment à la justice de s'occuper de cette affaire? Et là, je m'adresse et à l'avocate et à la militante, j'ai envie de dire. Quand on sait les conséquences dont vous avez parlé, qui sont à la fois individuelles et collectives, qui sont encore présentes aujourd'hui dans la manière qu'a la société de fonctionner, est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de parler d'indemnisation, mettre les moyens pour effacer les disparités qui existent encore, de l'argent pour les territoires, pour les personnes, et qu'on ne soit pas uniquement dans un travail de mémoire? Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui, absolument. Oui. Je comprends le sens de votre question parce que vous allez voir si vous relisez le projet Guyane pour l'autonomie. Dans des considérations économiques, il est bien spécifié qu'il faut des réparations. Les réparations et que l'État doit directement faire un développement plus certain de Évidemment. la Guyane. En tout Ça n'est cas, pas qu'un procès symbolique. Non, Voilà. ce n'est pas que symbolique. Non, pas du tout. Au contraire, les réparations étaient également invoquées Alors, les réparations, pourquoi? À cause de la colonisation. Parce que vous savez que la Guyane a été une colonie de peuplement. Et que jusqu'à ce jour, on en subit les effets. Le peuplement continue, même malgré nous. Et le fait aussi que les territoires étaient occupés quand même par les nations amérindiennes qui ont été décimées par cette colonisation. Et donc, eux aussi, ils peuvent demander réparation. Et pourtant, aucune loi n'est encore venue proposer la réparation pour les Amérindiens. Oui, puisque vous parlez de la Guyane, vous n'étiez pas la seule avocate guyanaise. À vos côtés, il y avait aussi Roselyne Robéry et Alex Leblanc. L'objectif, c'était de montrer l'étendue géographique de cette affaire. Nous avons l'habitude de faire des collectifs dans des affaires très très importantes de principe et là c'est une affaire de principe et le mouvement international pour les réparations tenait à ce qu'il y ait des avocats de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe et donc le procès se tenait en Martinique, les Guadeloupéens et les Guyanais se sont rendus en Martinique et justement pour démontrer à l'État, parce que c'est quand même l'État nous regarde. L'État est défendu également, il a des avocats qui le défendent. Et donc, pour démontrer à l'État que c'est un combat qui est commun et qui sera continu et qui ne sera jamais abandonné. Les prochaines dates, d'ailleurs, les prochaines échéances, ce sera quand ? Quand est-ce qu'on saura que, vis-à-vis de la Cour de cassation, par exemple, quand est-ce qu'elle sera saisie ? Vous savez, les affaires à la Cour de cassation, ça dure... Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et surtout, quand il faudra analyser cet arrêt de 43 pages, déjà, les avocats à la Cour de cassation devront s'y plonger. Mais il y avait un autre procès, déjà, qui a fait déjà... C'est pourquoi ils ont également essayé de soulever l'autorité de la chose jugée. Alors, donc, il y avait un premier procès qui est déjà arrivé à la Cour de justice européenne. D'accord. Et la Cour de justice européenne a déclaré l'action recevable. Et c'est pour ça que tout a recommencé avec les procès de ces dernières années. Ils ont déclaré l'action recevable, toujours sur le même fondement. Et donc, on attend également la décision de la Cour de justice européenne. Mais là, pour l'instant, pour cette affaire-là, il y aura un pourvoi en cassation. Il y a déjà un pourvoi en cassation. Des avocats ont déjà été saisis. Et il y aura certainement une décision de la Cour de cassation, disons, dans 2 ans peut-être. Encore beaucoup de travail. On vous réinvitera, Maître Lucie Louzet-Donzenac, pour faire le point sur l'évolution de ces procédures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour revenir du coup sur cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France la semaine dernière. Merci encore. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce sujet parce que c'est vrai, c'est un sujet qui intéresse tous les Guyanais. Radio Pays.